Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de démarrer ce troisième et dernier travaux pratiques organisés dans le cadre de la saison thématique Favoriser l'engagement citoyen dans la mise en œuvre des projets, et donc des projets Petites Villes de demain. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer longuement avec vous la présentation du tiers-lieu Cœur de Bastide de la commune de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Donc moi, je vous présente Emmanuelle Aubry, directrice adjointe du programme Petite Ville de demain, et je me permets de vous rappeler nos consignes habituelles. Si vous avez des difficultés techniques, le chat est là pour nous en faire part, et si vous souhaitez que je relaie des questions à nos intervenants du jour, vous pouvez les poser en bas au milieu de votre écran dans l'onglet questions-réponses. Donc ce webinaire travaux pratiques, nous allons évoquer le cas de la commune de Sainte-Foy-la-Grande, une commune de 2600 habitants située en Gironde et qui a été accompagnée par le programme Nouveaux Lieux, Nouveaux Liens, programme de la NCT, comme c'est également le cas pour le programme Petite Ville de demain, donc dans l'accompagnement et dans le projet de tiers-lieu qui s'appelle Cœur de Bastide. Je laisserai mes collègues évoquer ce qu'est le programme Nouveaux Lieux et Nouveaux Liens plus en détail, mais il vise évidemment à créer une dynamique nationale en matière de transformation de l'activité sur le territoire. Peut-être un chiffre pour vous informer que 34% des tiers-lieux se situent en milieu rural, et ces tiers-lieux sont des espaces physiques qui répondent à des besoins territoriaux et s'adaptent effectivement aux besoins de chacun des territoires. Donc, nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir parmi nous Marc Saraoui, adjoint au maire de Sainte-Foy-la-Grande, qui est accompagné de Madame Patricia Jutio, administratrice du tiers-lieu Cœur de Bastide. Nous avons également deux collaborateurs de l'ANCT, en la personne de Darnaud Bonnet, qui est directeur du programme Nouveaux Lieux Loumolien, qui est accompagné par Katia Barthélémy, chargée de projet au sein du programme, qui évoquera donc l'accompagnement, qui évoqueront ensemble l'accompagnement de l'ANCT. Je ne fais pas plus long, je vous propose, monsieur l'adjoint au maire et madame, de prendre la main pour évoquer en quelques mots ce qu'est la commune de Sainte-Foy-la-Grande et puis surtout le projet qui nous occupe aujourd'hui, Cœur de Bastide. Je vous en prie. Merci Madame Lebris. Donc, effectivement, je me présente Marc Saraoui, adjoint au maire, vice-président de la communauté de communes du Pays Foyen. Sainte-Foy-la-Grande, vous l'avez vu sur la carte, c'est pas très loin de Bordeaux, 70 km, et c'est entre Bordeaux et Bergerac, donc entre la Gironde et la Dordogne, avec une particularité, c'est que c'est une ville qui a petite ville moyenne, un petit peu comme toutes les petites villes moyennes en France, qui ont souffert effectivement d'une périphérie commerciale forte, qui ont vidé son centre-ville, qui l'a exposé également à ce qui à l'époque s'appelait le croissant de pauvreté, donc il a passé en quartier prioritaire de la ville assez tôt, dès 2015, et ça a amené les habitants à se mobiliser pour travailler sur une initiative citoyenne, sans trop savoir ce qu'ils souhaitaient faire, mais ils se sont rassemblés, on se retrouvait à 200, 300 dans une grande salle de réunion, et en faisant un appel à projet, un appel à proposition de chacun. Et chacun a proposé bien des actions. Ça pouvait être effectivement un vide-grenier, ça pouvait être une action de dynamisation commerciale, ça pouvait être de l'accueil de commerce. Ça allait dans tous les sens. Et on a dit, OK, on prend tout. On va tout faire. Et on a mis en place des groupes de travail avec ce petit monde. Et on a créé une association qui s'appelait Cœur de Bastide, qui était autour du développement local. Et petit à petit, eh bien, 2013, 2014, les actions se sont structurées, elles ont commencé à se mettre en place, l'association également, et est rapidement arrivé le besoin d'avoir un lieu qui centralise tous ces éléments-là. Et ça a été effectivement un achat d'un immeuble qui est situé en centre-ville, qui fait 750 mètres carrés, donc qui est assez important, qui est en plein cœur de ville. Et les relations avec la collectivité ne se passaient pas très bien, il faut le dire, à l'époque. L'association a donc fait appel à ses propres forces. Elle ne pouvait pas faire un emprunt non plus. Donc, elle a lancé un appel auprès des habitants. Et c'est les habitants, donc 25 ou 26 familles, qui ont participé à la mise en œuvre d'une société civile immobilière, donc une SCI, qui a fait l'achat de l'immeuble. C'est du temps de bénévole qui a permis son aménagement, sa restauration et son ouverture, 4000 heures de bénévolat, et son ouverture donc en 2015.
C'est ce qui donne le lieu que vous retrouvez. Donc, sur ces 3 photos, vous avez le local Cœur de Bastide sur la droite, qui est sur le rez-de-chaussée et 2 étages. Vous avez le plan de Sainte-Foy-la-Grande, donc il est à côté de l'église, donc en plein cœur de la ville, un plan en damier, comme une Bastide qu'est Sainte-Foy-la-Grande, et en proximité de la Dordogne, qui en fait aussi un lieu d'accueil touristique important. Donc voilà le cadre général de cette mise en place, une mobilisation citoyenne qui s'est faite indépendamment du lieu, simplement sur une situation qui posait problème dans la ville, et puis la manière pour les habitants de se mobiliser, et en les accompagnant, et bien, au bout de 2-3 ans, tout ça s'est retrouvé très structuré autour d'un lieu, et c'est là où effectivement l'association Cœur de Bastide entre en ligne. Donc en fait, Cœur de Bastide existe pour faire remonter les besoins, les manques et les projets. Et à chaque fois, on va mettre les gens en action autour de ces objectifs-là. Donc c'est intéressant parce que du coup, on va puzzler le territoire complètement. Donc on va utiliser le bâtiment pour ça. Donc le bâtiment est classé en ERP5 avec il est totalement mobile. On peut complètement transformer en boîte de nuit si on veut un soir l'ensemble des bureaux sur le bas qui fait quand même 230 mètres carrés. Donc on a des box, on a une petite librairie avec une librairie indépendante. Donc on a toutes les nouveautés. On a un lieu qui accueille des entreprises, donc comme une petite écloseuse d'entreprises. On est maison des associations, ce qui veut dire qu'il y a une cinquantaine d'associations adhérentes, et on va pouvoir travailler ensemble sur des objectifs, travailler sur, par exemple, la dynamique de centre-ville, sur les animations. Donc on a fait venir, par exemple, une patinoire à l'intérieur de la ville. On va utiliser toutes les ressources qu'on peut avoir. Donc on a un café associatif et on a aussi, c'est un centre et un lieu d'accueil prioritaire. C'est-à-dire qu'on va recevoir toutes sortes de personnes. N'importe qui franchissant la porte va avoir une relation avec quelqu'un. Ça peut être une relation simplement pour prendre un café, mais ça peut être aussi une relation très active, c'est-à-dire à quoi je peux être utile, je sais faire ça, est-ce que vous avez besoin de ça? Donc, on a des salles de coworking, donc on a des gens qui viennent travailler un jour, 2 jours, une semaine, qui viennent travailler toute l'année. On a des salles, notamment une salle de sport qui est utilisée par une dizaine d'associations. Donc, du coup, dans le lieu, il y a du yoga, de la danse africaine, de la gym pour les tout petits. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qui veut dire qu'on a plus de 100 personnes par jour qui passent. Donc, c'est vraiment un lieu de convivialité, un lieu d'échange. C'est très important pour nous car tous les dossiers sont à puzzler. Et donc, le fait que tout le territoire soit puzzlé, ça veut dire que n'importe quelle personne va pouvoir passer d'une situation à une autre ou utiliser un service en toute transparentalité et surtout vers une cohérence par rapport à son besoin. Et ça, c'est vraiment très important. Maintenant, on travaille avec toutes les administrations à ce sujet. On a un local avec un campus connecté, donc on est habilité pour recevoir 15 étudiants. Donc pour nous, c'était très important parce que territoire rural veut dire territoire sans formation. Alors nous, c'était très important. On a 45% de chômeurs. C'est très important de pouvoir dire on va, à partir d'un intérêt ou d'un jeune qui est en déshérence professionnelle, on va pouvoir l'attirer vers quelque chose qui l'intéresse pour qu'il s'inscrive dans le futur. Ensuite, tous les bureaux sont interchangeables. On va avoir besoin d'une salle de réunion. On a une salle de réunion 50 places qui peut servir de salle de cinéma. Tous les espaces sont conçus pour être amovibles. Et donc ça, c'est très important parce que du coup, on répond vraiment à un besoin sur tout le pays foyer parce qu'on est tous en manque de salles et on ne sait pas organiser une salle pour qu'elle puisse recevoir une autre destination. Donc voilà, c'est très important. Donc ici, on reçoit des syndicats d'agriculteurs, on reçoit tout un tas d'associations différentes. On a du poker, on a de la gym pour les tout petits. Voilà. Et pour nous, c'est vraiment très important que ça puisse répondre. On dit souvent qu'on est pompier de service ou qu'on est couteau suisse parce que quoi qu'on ait comme besoin, on demande un Cœur de Bastide. Alors ça, la population l'a complètement compris. Et ça, c'est vraiment très important. On a un rôle très important aussi
sur la partie, j'en parlerai après, sur la partie écrivain public, suivi administratif. Mais pour que tout ça fonctionne, on a monté une association un peu différente, puisqu'il n'y a pas un président, un trésorier, un secrétaire, mais il y a une gouvernance collégiale avec 4 administrateurs dont je fais partie, où on se considère un petit peu comme les sages, puisque c'est nous qui portons l'éthique du bâtiment, et nous sommes inamovibles. On peut rester jusqu'à temps qu'on nous demande de partir. Aussi, c'était important d'avoir une représentativité de toutes les fonctions qui existaient dans la ville. Donc, on a des habitants, un groupe d'habitants, un groupe de bénévoles, un groupe de professionnels et un groupe d'associations qui vont représenter au sein du conseil d'administration ces populations-là. En décembre 2023, nous avions 7 salariés, donc 6 ETP, une pour l'administration comptable, écrivain public. Donc, écrivain public pour nous, c'est 150 dossiers par semaine. Donc là, il y a un coordinateur qui est salarié et il y a 12 bénévoles qui vont travailler sur la partie écrivain public avec des spécificités, par exemple pour les cartes de séjour ou alors pour le travail avec la CAF ou la MSA. Donc, c'est à chaque fois des travaux très particuliers. On peut aller jusqu'au bout des choses en travaillant bien sûr avec France Service d'un côté, avec la MTS, avec la CAF ou avec la MSA, selon les dossiers. On a ensuite une tutrice du campus connecté, qui est une salariée à plein temps et qui va encadrer les 15 étudiants. On demande aux 15 étudiants d'être là 12 heures par semaine et ils bénéficient d'un campus, c'est-à-dire d'une aide administrative, mais aussi une aide à être placés dans des entreprises pour faire des stages. Ensuite, on a une plateforme de solidarité puisque on a des gens en grande déshérence avec de gros problèmes qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être physiques ou d'adaptation simplement. Et la plateforme va pouvoir aider notamment les personnes âgées pour tout ce qui leur pose problème dans la vie quotidienne. Et puis, une grosse partie, c'est l'accompagnement scolaire. C'est 145 enfants qui sont accompagnés par 2 animatrices. Donc, on va dans les communes et aussi sur Cœur de Bastide. On a l'accompagnement tous les soirs de 16h30 à 18h pour les enfants pour pas qu'ils se retrouvent dans la rue et pour pouvoir leur permettre de travailler leurs devoirs scolaires. Est-ce que je peux avoir la... Merci. Donc, on est ouvert au public du mardi au samedi de 9h à 18h. Ça peut aller jusqu'à 20h certains soirs. Donc, je vous ai parlé de la partie écrivain public. Pour relier cette partie écrivain public à la partie migrante, on travaille beaucoup sur les cours de français avec du FLE. Donc, c'est 7 sessions par semaine d'environ 30 adultes. Et on peut aller jusqu'à la préparation du DELF. On a un gros apprentissage numérique. Et ça, on avait Fabrique de numérique de territoire qui nous a beaucoup aidé pour ça. Et ensuite, donc, on a une formatrice numérique France Service qui font qu'on a travaillé sur les populations de personnes âgées. On a été très spécialisé là-dessus. Et aussi pour l'autonomie des gens par rapport à leur papier, à leur document administratif numérique. Donc, la plateforme de Cœur de Foyer, je vous en ai parlé, le campus aussi. On fait des locations de véhicules parce qu'on a un gros problème de mobilité. On retrouve toujours ce problème de mobilité en zone rurale. Donc, on a un camion et 2 véhicules qu'on met à disposition des personnes pour des sommes extrêmement modiques. Et ensuite, pour animer tout ce lieu autour du culturel, on a donc la petite librairie, mais on a aussi une zone d'exposition avec des sculpteurs, des peintres, etc., avec un vernissage tous les mois. On a aussi des présentations de livres avec des signatures de bouquins tous les mois à peu près. Voilà pour une grosse partie de ce qu'on fait, mais il y a 70 projets qui sont portés dans le bâtiment chaque année. Donc, on travaille avec l'école, avec le collège, avec le lycée, on travaille avec les administrations locales, on travaille beaucoup avec le CCAS. Je vous dis, les administrations locales, on travaille 2-3 fois par jour avec eux. Donc, c'est un gros travail de liaison. Quand je vous ai dit puzzler, c'est vraiment très important pour notre territoire parce qu'on a tous vraiment besoin les uns des autres. Voilà, merci. Donc, on a des ateliers de médiation numérique.
Sur la partie écrivain public, je vous ai dit, c'est vraiment un très très lourd projet pour nous et difficilement, on a beaucoup de problèmes pour arriver à avoir ces postes payés parce que c'est un poste qui n'est pas forcément reconnu. On fait de la médiation à l'intérieur de ce poste, la médiation sociale, et c'est vraiment important. On travaille avec les bailleurs sociaux là-dessus. Donc c'est tout ce travail d'écoute d'abord et ensuite de puzzlage qui est vraiment extrêmement important. Et on a aussi un atelier de recyclerie numérique avec un salarié à mi-temps. Et on fait du prêt d'ordinateur ou du don d'ordinateur. Ça a beaucoup servi pendant la Covid. Et ensuite, on peut aussi réparer son ordinateur ici avec l'aide de ce technicien. Peut-être que tu veux parler du campus. Sur l'écran suivant, peut-être comme ça, on va arriver effectivement sur les... voilà, donc il y a le côté effectivement de partenariat avec l'ensemble des acteurs. Et c'est vrai que Cœur de Bastide, avec ce tiers-lieu, joue à la fois un rôle, vous l'avez vu, d'accueil de différentes structures, de différentes actions, de différents projets, d'intervention, c'est-à-dire de prise en charge et d'offre de services avec une professionnalisation et une équipe professionnelle qui arrive effectivement en deuxième niveau aussi important. Et un troisième point qui est un côté de ressort ou d'accompagnement sur le territoire de manière plus élargie avec les autres lieux. Donc, il y a des collectifs d'associations, il y a d'autres tiers-lieux qui se montent, il y a des lieux de formation, il y a des lieux liés, par exemple, au réseau des chambres de commerce, qui viennent voir Cœur de Bastide pour voir comment articuler l'ensemble de ces points les uns avec les autres. Et ça permet effectivement de faire le lien entre les différents projets. Par exemple, aujourd'hui, je passais tout à l'heure dans les locaux, et il y avait aussi bien effectivement une structure qui accompagne effectivement les jeunes sur un parcours d'insertion. Avec la mission locale. Sur une autre journée, effectivement, c'est Alter Ego qui les accompagne sur un parcours de mobilité. Sur un autre dossier, ils sont syndicalistes paysans. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment ce côté d'articulation entre les différentes structures qui fait partie aussi de ce travail d'un tiers-lieu. Tout ça pour dire qu'un tiers-lieu, ce n'est pas uniquement un local qu'on ouvre, c'est une équipe, une âme, des bénévoles, des professionnels, et puis aussi un ressort, un rôle, un acteur sur le territoire. Et c'est vraiment faire le tour de toutes les ressources possibles. C'est-à-dire, je raconte toujours l'anecdote pour l'accompagnement scolaire, on a besoin un jour de diagnostic de dyslexie, c'est 2 après-midi par semaine. Je téléphone au pédiatre, il me dit, bon, ben, ok, cette semaine, mercredi et vendredi. Le vendredi soir, j'avais un diagnostic de dyslexie avec l'école, c'était 4 mois. Il fallait 4 mois pour avoir ce diagnostic. Quand je demande au pédiatre comment on fait pour te payer, il me dit, bah, écoute, il y a la sécu pour une partie, et puis l'autre, je la donne parce que c'est Cœur de Bastide. Donc, et toutes ces choses-là sont très utiles, parce qu'en fait, c'est tous ces petits liens qui souvent, quand on a affaire à une administration, vont bloquer, et nous, on va être là pour débloquer, pour dire, ben, en fait, les choses sont simples. Je voulais parler aussi d'un gros projet qu'on a en économie sociale et solidaire avec l'AFPA, avec l'école de la deuxième chance, avec la mission locale et avec la communauté de communes et les mairies du pays foyen, puisque je vous ai dit 45% de chômage, donc on l'a attaqué là aussi par tous les bords, par tous les bouts, pour arriver à établir des formations. On va chercher les gens au RSA et on va travailler vraiment de manière individuelle pour arriver à créer le déclic qui va faire que cette personne va s'inscrire dans le futur. On va créer tout le réseau, la capacité, la base qui va faire qu'il va pouvoir se reposer sur ce réseau-là. Et puis, il peut y avoir des allers-retours, des choses qui vont moins bien. On va monter 3 marches et descendre 2, c'est pas grave, on sera toujours là. Et ça, petit à petit, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits aussi à l'intérieur de Cœur de Bastide, parce que nous n'avons, dans les 6 salariés, que des gens, à part l'industrie du campus connecté, que des gens qui étaient en déshérence professionnelle. Et petit à petit, on leur a fait acquérir des compétences et aussi des diplômes qui vont leur permettre de se vendre n'importe où ailleurs, avec un vrai passif, un vrai savoir-faire, pardon, un vrai savoir-faire sur ce travail-là. Donc, vous l'avez compris, effectivement, il y a cette logique
effectivement du rôle d'un tiers-lieu par rapport à son territoire. Alors, vous allez pouvoir voir effectivement un certain nombre de reportages qui sont faits et le rôle que peut jouer un tiers-lieu par rapport à cette dynamique de revitalisation. Et derrière une revitalisation, eh bien, c'est redonner vie, c'est-à-dire comment la participation citoyenne joue son rôle. Il faut s'y arriver à remettre une fierté aussi, à habiter dans sa ville et être acteur, être partie prenante de ce qui est engagé dans sa ville. La question, effectivement, qu'on nous pose régulièrement, c'est le mode de financement, c'est-à-dire comment tout ça fonctionne. On peut regarder effectivement la page suivante. Vous voyez qu'il y a un ensemble de partenariats. Et ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a à la fois effectivement une dimension de financement public, de partenariat public, une dimension de partenariat privé. Si on reprend un peu l'historique, effectivement, c'est né d'une initiative purement citoyenne. Mais ça a pu exister parce qu'il y a eu une consolidation qui a été faite en premier niveau par la Fondation de France, qui a beaucoup apprécié l'idée. À l'époque, il n'y avait pas de concrétisation, uniquement l'idée qui était présentée et le dynamisme qu'il a senti par rapport aux habitants. A posteriori, il faut dire qu'ils avaient beaucoup de courage, parce que quand ils ont visité le local, c'était une ruine. Donc la Fondation de France, effectivement, est allée la première. L'État est venu avec le dispositif, effectivement, Nouveau Lieu, Nouveau Lien et Fabrique numérique de territoire. On avait eu la visite, effectivement, de Patrick Leviveit avec toute son équipe. Et on a vu, effectivement, qu'on pouvait apporter quelque chose parce qu'on a découvert que ça s'appelait un tiers-lieu. Mais effectivement, l'initiative, on n'était pas parti pour faire un tiers-lieu. Et puis, derrière ces aides à l'investissement et à la mise en place, se pose la question de la pérennisation et de la professionnalisation qu'évoquait Patricia tout à l'heure. Et ça, effectivement, c'est bien sûr toujours là où le bas blesse un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il faut arriver à concilier des actions qui travaillent à la fois le service de manière professionnelle. Donc, on va retrouver dans les éléments de mise en place, on va retrouver l'accompagnement scolaire pour le travail avec les plus jeunes, l'aide à la parentalité. On va retrouver le campus connecté pour les plus grands, donc au niveau post-baccalauréat ou même diplôme pour accéder à une équivalence du bac. On va retrouver la médiation sociale avec une participation des bailleurs sociaux sur le rôle de médiation sociale localement, avec également le rôle aujourd'hui effectivement du FSE et du département par rapport à ce travail de médiation sociale. L'accès au droit, qui, effectivement, comme disait Patricia, est le plus compliqué, puisqu'aujourd'hui, c'est une fonction qui est difficile de faire reconnaître, notamment par rapport aux travailleurs saisonniers, aux travailleurs migrants, et qu'il est difficile, effectivement, du coup, de financer et de professionnaliser. Et puis, l'expérimentation de projets pilotes qui sont en financement privé, avec le soutien de Bordeaux Mécènes Solidaires, de la Fondation Orange, de la Fondation EDF, du Crédit Mutuel, qui viennent de manière ponctuelle sur des projets pilotes, ce qui permet de tester et d'expérimenter un certain nombre d'actions, et ensuite revenir vers les administrations, vers l'État, vers le département, vers la région. En fait, on estime que c'est notre rôle. Notre rôle, on est sur le territoire, on connaît extrêmement bien notre territoire, on connaît tous les ressources possibles, et donc on est très bien placé, et surtout, c'est porté par la population, et ça, c'est très important. On me demande tous les semaines, on me demande, mais comment vous faites pour avoir 120 bénévoles actifs? Je leur dis, c'est parce que, en fait, les gens nous rendent ce qu'on leur donne, et surtout, ils sont en action. Et être en action, ça veut dire exister, ça veut dire être fier de son territoire. Et ça, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, d'un côté, on a cette professionnalisation qui est responsable des secteurs d'activité pour lesquels on travaille avec l'État, parce que l'État a aussi des responsabilités par rapport à ça, et des devoirs et des obligations légales. Nous, on va prendre ce chemin-là, on va faire ce travail-là, mais aussi avec des bénévoles. Et c'est vraiment très important qu'il y ait les deux, surtout dans un territoire abîmé comme le nôtre. Merci à tous les deux. Madame, vous évoquiez à ce jour 120 bénévoles. Est-ce que vous pouvez revenir finalement sur les tout débuts, puisque vous évoquiez que ça a été travaillé en concertation avec la population? Comment ça a commencé? Avec qui? Comment ont été les premiers pas? Alors, au départ, on a fait un festival qui s'appelle le Festival des Réclusiennes, qui existe toujours. Et à l'occasion de ce festival, on a interrogé toute la ville en disant qu'est-ce que vous voulez pour votre ville, qu'est-ce que vous pensez important pour votre ville.
Et on a eu 40 projets qui nous sont remontés. Et on a monté la première année 36 projets. Il y en avait 4 qui étaient soit clivants, soit qui demandaient trop d'argent au départ et on ne pouvait pas assumer. Et donc on s'est dit, les 36 projets, on va essayer, on va foncer. Et là, la population nous a vraiment suivis. C'est-à-dire que par exemple, quand on a acheté le bâtiment, 4000 heures de bénévolat, on s'est retrouvé entre 14 et 40 à peindre. On savait, on n'avait même pas la peinture. Il y avait des gens qui apportaient des seaux de peinture. Donc c'est ce côté-là. Et après, tout le monde était très fier de son action. Mais par exemple, je vous parlais d'écrivains publics. Quand on travaille avec 140 stagiaires dans l'année, c'est des stagiaires que personne ne veut. C'est-à-dire, ils sont en déshérence professionnelle, ils sont intéressés par rien. Et on les fait venir chez nous et on les met sur la partie écrivain public. Le fait d'être utile à quelqu'un, de dire j'ai un rôle de traducteur, j'ai un rôle parce que j'ai fait des photocopies extrêmement importantes, je fais un café pour quelqu'un qui est en pleurs, j'ai un rôle. Et là, je m'inscris dans le futur et je veux faire quelque chose. Et c'est rarissime qu'ils ne repartent pas avec le sourire ou l'envie de faire quelque chose, ou en tout cas un axe de travail. Et ça, c'est vraiment très important d'arriver à créer cette action, cette envie d'action. Et à partir de là, on peut construire. C'est pareil pour les bénévoles. Je veux dire, un bénévole qui vient là, on va nous apporter à 4 heures le thé ou des petits gâteaux ou des choses comme ça, où on va dire, ben, par exemple, moi, je sors de ma voiture avec des cajots. Je n'ai jamais porté un cajot de ma vie. Tout le monde se précipite pour m'apporter mon cajot. Je n'ai jamais rien demandé. Ce sont des petites choses, des sourires, mais aussi c'est une vie sur un territoire. Bravo. Merci à tous les deux pour la clarté, 500 membres. 500 bravo. autant qu'il en faut, pour vous remercier pour votre engagement et puis la clarté de vos propos. Je vous redonnerai la main pour évoquer des éventuelles questions complémentaires, mais pour l'instant, nous n'avons pas à ce stade. Ça me donne l'occasion de passer la main à nos collaborateurs et collègues de l'ANCT. Monsieur Bonnet, Madame Barthélémy, je vous laisse la main pour évoquer ce qu'est le nouveau lieu, nouveau lien et comment l'ANCT peut accompagner des communes comme Sainte-Foy-la-Grande. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je me suis agrégé à cette vidéo, à ce webinaire avec ma collègue Katia, qui va vous présenter le programme le Nouveau Lien et nos dispositifs. Ravi de vous rejoindre. Moi-même, je suis arrivé à l'ANCT fraîchement, puisqu'il y a à peine un mois. Mais ravi de participer à ce webinaire. Merci à nos collègues du programme PVD d'avoir inscrit l'ordre du jour, les tiers-lieux à l'ordre du jour et de nous y avoir associés. Et merci aux porteurs de projet de Cœur de Bastide pour cette présentation enthousiasmante. Moi, ce que je peux vous dire juste en introduction, c'est simplement que effectivement, Nouveau Lien, c'est le programme à la NCT qui porte cette politique publique de l'État interministérielle singulière en Europe et récente, puisqu'elle a été initiée avec la création de l'agence en 2020 ou quelques mois avant. Donc, on a lancé un certain nombre de dispositifs sur lesquels Katia va revenir. On a vocation à en relancer cette année. En tout cas, ils sont inscrits au projet de loi de finances 2024, donc c'est pas une surprise. Étaient inscrits au PLF 2024 des crédits pour relancer les fabriques de territoire et les manufactures de proximité notamment, sous réserve des ajustements budgétaires qui concernent tous les services de l'État, y compris le nôtre. Mais en tout cas, ces principes-là avaient été posés dans le PLF en fin 2023. Et donc, c'est un des enjeux du programme que de relancer ces programmes, ces dispositifs dans les prochains mois. Et puis, puisqu'on est notamment avec un public Petite Ville de demain, et donc du chef de projet Petite Ville de demain, vous dire aussi qu'un des enjeux importants pour le programme, mais aussi pour l'écosystème qu'on accompagne, on a un groupement d'intérêt public France Tiers-Lieux, qui est un peu notre opérateur d'État interministériel auprès de Nouveau Lien et d'autres ministères qui font le choix de s'impliquer sur le sujet, et puis des têtes de réseau nationales, régionales, l'Association nationale des tiers-lieux, les réseaux régionaux de tiers-lieux, donc moi-même je suis issu en Bretagne, et il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, justement, il y a un réseau qui s'appelle la coopérative tiers-lieux qui en inspire beaucoup. Enfin, le binôme coopérative région Nouvelle-Aquitaine en inspire beaucoup ailleurs en France. Et donc précisément avec cet écosystème-là, avec les réseaux régionaux,
Avec notre impulsion aussi, on a un travail particulier qui a été initié par la NCT et Nouveau Lieu Nouveau Lien en direction des acteurs publics pour finalement augmenter la capacité des acteurs publics à échanger des pratiques, des retours d'expérience, un peu comme ce qu'on fait là finalement, sur leurs pratiques en matière de tiers-lieux qui revêtent des problématiques spécifiques du point de vue des collectivités, de l'émergence d'un collectif, de la relation d'un collectif lorsque les initiatives citoyennes, comme c'est le cas ici, au développement, à la place de la collectivité dans la gouvernance, au modèle économique, etc. Et donc, un certain nombre de rencontres nationales, régionales ont émergé. Donc, mon premier message, c'est rapprochez-vous, si c'est déjà fait, de vos réseaux régionaux de tiers-lieux qui sont ressources sur le sujet et qui organisent ou qui ont vocation à co-organiser des rencontres, parfois spécifiquement d'ailleurs pour les chefs de projet PVD. Ça se fait dans quelques régions. Et puis, en termes d'accompagnement, on s'insère finalement dans les programmes d'ingénierie de l'agence plus généralement. Il y a une ligne tiers-lieu dans ce programme qui est géré par nos collègues PICT du programme marché au sein de l'agence. Et donc là, vos interlocuteurs, interlocutrices, ça peut être nous-mêmes, Nouveau Liens, et ça peut être aussi beaucoup les délégués territoriaux de l'agence qui sont en gros les préfectures de département et qui là, eux aussi, sont normalement vos interlocuteurs de proximité pour vous orienter vers l'activation de ces programmes. Voilà, je m'arrête là et je laisse ma collègue Katia vous présenter le programme et nos dispositifs. Merci à vous. Merci beaucoup, Arnaud. Oui, bonjour à toutes et tous. Pour compléter donc ce qui a un peu été dit par Arnaud, je vais revenir déjà sur les éléments qui pour nous font tiers-lieu, parce que je ne sais pas si vous connaissez tous très bien les tiers-lieux, peut-être que vous découvrez un petit peu ce sujet. Donc les 5 éléments qui pour nous font tiers-lieu, ce sont l'entrepreneuriat ancré dans le territoire, l'expérimentation et la création, l'hybridation d'activités et de revenus, la vie, la convivialité, la mixité et enfin la libre contribution et l'évolutivité. Voilà, un ensemble de critères et d'éléments qu'on a bien vus dans le projet, Cœur de Bastide qui l'illustre très, très bien. Ensuite, donc pourquoi, l'État s'intéresse à cette politique publique atypique, comme l'a dit Arnaud, consacrée aux tiers-lieux? Parce que, là encore, on a eu une très belle illustration avec le projet Cœur de Bastide. Les tiers-lieux ont un rôle important dans la mise en œuvre des territoires, des politiques publiques dans les territoires, pardon, en agissant au plus proche, des habitants, et en ayant un potentiel, de redynamisation des territoires, notamment fragiles, qui est vraiment important. Tout ça, ça se fait grâce à un processus qu'on pourrait appeler bottom-up qui remonte, du territoire et que l'État, trouve intéressant dans une optique justement de plus d'égalité, entre les territoires, de soutenir. Pour cela, donc, la posture, qui est la nôtre au sein du programme, Nouveaux lieux, nouveaux liens, c'est vraiment d'accompagner la création et le développement des tiers-lieux sans, trop chercher à les institutionnaliser. Donc de valoriser, d'encourager le développement des projets sans être prescripteur, d'adapter aussi l'action publique à ces lieux hybrides et de travailler avec, les échelons, intermédiaires comme les réseaux régionaux, également, les services, déconcentrés de l'État. Donc le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens, c'est un programme, qui s'inscrit dans cette dynamique-là, qui a pour objectif d'accélérer le développement des tiers-lieux partout sur le territoire. Pour cela, on a plusieurs dispositifs. Les fabriques de territoire, comme, c'est le cas du projet Cœur de Bastide. On a 382 fabriques de territoire qui ont été labellisées jusqu'à maintenant. Les fabriques de territoire, ce sont des tiers-lieux qui sont des lieux ressources pour le territoire d'implantation et pour les autres tiers-lieux du territoire. Là encore, on l'a très bien vu avec, le projet Cœur de Bastide. On a également labellisé, jusqu'à ce jour 100 manufactures de proximité. Les manufactures de proximité, ce sont des tiers-lieux avec des activités de production. Voilà et on soutient également les réseaux régionaux de tiers-lieux, des réseaux qui se sont, constitués spontanément à l'échelle régionale et qui ont pour vocation de rendre des services aux autres tiers-lieux, localement, et de contribuer à structurer la politique publique. Donc je vais revenir un petit peu sur Fabriques de territoire. Comme je vous le disais, on a 382 fabriques de territoire aujourd'hui. C'est un AMI qui a été lancé, en 2019, qui a permis, avec une première vague, de labelliser 300 tiers-lieux.
150 étaient en quartier prioritaire de la politique de la ville et 150 en dehors des pôles de moins de 200 000 habitants. Donc, c'est vraiment un dispositif qui vise les territoires prioritaires de la NCT, donc quartier prioritaire de la politique de la ville, zone rurale. Voilà, on a pu lancer une seconde vague de labellisation de fabriques de territoire fin 2023, qui nous a permis de sélectionner 82 projets supplémentaires sur un mode un peu différent, c'est-à-dire que pour que les décisions soient prises au plus près des territoires, on a travaillé en lien beaucoup plus étroit avec les acteurs locaux, notamment l'État déconcentré. Et les tiers-lieux à labelliser étaient proposés directement par les préfets. Voilà. Sur les manufactures de proximité, donc comme vous pouvez le voir sur cette carte, on a eu 3 vagues de labellisation qui ont eu lieu en 2022. Les projets sont soutenus pour l'instant jusqu'à fin 2024. Sur fabrique de territoire comme sur manufacture de proximité, comme Arnaud vous le disait, on va avoir un prolongement en 2024. Les modalités sont encore en cours de définition, mais en tout cas, on a de l'argent dans le projet de loi de finances qui est prévu pour cela. On a également soutenu ces 2 dernières années les réseaux régionaux de tiers-lieux, qui sont nos interlocuteurs privilégiés pour travailler avec l'écosystème des tiers-lieux. Également, je vous partage quelques ressources et quelques informations sur d'autres projets qui sont en cours du côté du programme Nouveaux lieux, nouveaux liens qui pourraient vous intéresser. On a un guide sur les tiers-lieux à destination des collectivités qui a été publié en collaboration avec le GIP France Tiers-Lieux il y a quelques mois. On pourra vous le partager. On a également un projet de cahier applicatif sur les tiers-lieux en milieu rural qui est en cours avec l'école urbaine de Sciences Po Paris, qui devrait être disponible d'ici la fin de l'année, qu'on pourra vous partager également. Pour découvrir ou approfondir aussi ce sujet des tiers-lieux et leur lien avec les territoires, vous pouvez également regarder la série Hyperlien qui est disponible sur YouTube. Et on a également un podcast qui est un peu plus ancien, mais qui est tout de même intéressant, qui s'appelle Dans les coulisses des tiers-lieux, et un autre projet de podcast qui est en cours de création. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Arnaud et Katia. Vous évoquiez les fabriques de territoire et manufactures de proximité. Il y a 82 projets au sein des petites villes de demain qui émargent à ces 2 programmes, 65 en ce qui concerne les fabriques de territoire et 17 sur les manufactures de proximité. Donc ça prouve bien la convergence qu'il y a entre nos 2 beaux programmes. Je pense que vos propos des uns et des autres ont été très clairs puisque il n'y a pas à ce genre de questions dans le chat, mais ça me laisse l'occasion de mon du jour. Côté commune Sainte-Foy-la-Grande, éventuellement revenir sur éventuellement une réaction à ce que vous avez entendu sur l'intervention de la NCT et l'accompagnement que vous avez pu avoir, et puis pour toute information complémentaire dont vous souhaiteriez encore nous faire part. Oui, sur effectivement le dispositif Nouveaux lieux, nouveaux liens, c'est vrai que des félicitations. Et quand on échange avec les différents tiers-lieux, effectivement, c'est le cas. Ça pose quand même la question effectivement de la pérennisation de ces lieux. Et je sais qu'en France, actuellement, beaucoup de lieux sont en difficulté à l'issue effectivement de ces 3 années de soutien. Donc, c'est vrai que la question de l'accompagnement sur le passage d'un niveau de lancement, d'expérimentation à un niveau de pérennisation, et donc quels sont les financements consolidés qui permettent effectivement de donner un avenir au tiers-lieu, doit se poser et doit être accompagné. À titre d'exemple, on se pose aujourd'hui la question de l'articulation entre le campus connecté, qui est une initiative effectivement très intéressante, qui est un PIA avec le ministère de l'Enseignement et de la Recherche et les universités, pour accueillir des étudiants dans le cadre des tiers-lieux, enfin, pardon, des étudiants dans un cadre particulier qui est le campus connecté, et nous sommes quelques-uns, un très petit nombre, à les accueillir en tiers-lieux.
C'est une question que l'on se pose, effectivement, de l'articulation que l'on pourrait avoir. Tout comme il y a manufacture de proximité, pourquoi pas, effectivement, campus de proximité. Est-ce que pourrait... Je sais que, par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine se pose des questions sur l'articulation entre la problématique des tiers-lieux et la problématique du campus connecté. Tout comme la CAF se pose des questions sur l'articulation entre centres socioculturels et tiers-lieux. Aujourd'hui, il y a des zones d'ombre, je dirais, ou de recouvrement, je ne sais pas, qui font que des acteurs se figent, en fait, sur ces éléments-là et se sentent, en tout cas, sont absents d'un tour de table ou d'une réorganisation qui se ferait de manière coordonnée entre tous ces lieux. Et j'ai peur, alors, c'est un sujet qu'on voit ici, cette fois la grande, mais d'après ce que je lis au niveau national, ça se passe également dans plusieurs espaces. Et cette articulation mériterait effectivement d'être peut-être éclaircie. Merci beaucoup. Il suffit de dire qu'il n'y a pas de questions pour qu'elle pleuve. Donc, je vais vous permettre de vous en relayer quelques-unes à tous les deux. D'abord, la première, quelle place de la mairie finalement dans le tiers-lieu? Et la seconde, sur le budget de fonctionnement finalement, quel est-il et qui finance? Alors, pour les rapports avec la mairie, ils ont été très, très difficiles au départ, parce qu'en fait, une mobilisation citoyenne comme ça fait peur. Donc, on était vus comme des opposants politiques. 500 membres, petit à petit, cette idée va disparaître parce qu'on ne demande pas la carte d'un parti à 500 membres, surtout sur un petit territoire. Mais aussi parce qu'on a fait la preuve de notre utilité. Donc, des gens qui étaient, par exemple, nous, on a pas mal de migrants. Pourquoi est-ce que vous recevez que des migrants, puisque c'est ceux qu'on voit? Donc, c'était toutes ces questions-là. Et petit à petit, en travaillant les uns avec les autres, la chose se lisse. On va travailler par de toutes petites choses au départ, et petit à petit, ça se construit. La deuxième question, c'était le budget. Le budget, c'est entre 200 et 250 000 euros. C'est un tout petit budget. Avec 6 salariés, vous vous rendez bien compte qu'on vit avec des bouts de ficelle. Mais à la fois, c'est pas... Nous, ce qui nous importe, c'est par exemple la partie écrivain public, elle n'est pas prise en compte pour l'instant par l'État. Toute cette partie qui est aussi une partie de médiation. Et pour nous, sur nos territoires, c'est vraiment des postes qui sont apparus et qui sont vraiment extrêmement importants. Parce que si ce poste disparaît là, il va y avoir vraiment un manque énorme. Et surtout, toute la partie confiance qu'on a pu établir avec la population ne va plus être organisée autour de cette chose-là. Et on va perdre, quand il y a de la confiance, il n'y a plus de violence. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Quand il y a de la confiance, il n'y a plus de violence. Les tiers-lieux sont des lieux de confiance d'abord. Et ce n'est pas un vain mot. Si je complète effectivement sur les éléments de partenariat avec les collectivités, deux exemples sur des fonctionnements de partenariat qui fonctionnent bien. Dans le cadre du PEDT, donc du plan éducatif de territoire, et la partie accompagnement scolaire qui est en cofinancement CAF et MSA, département et communauté de communes, sur lesquels effectivement la communauté de communes a demandé à l'association Cœur de Bastide de le prendre en charge. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était un service qui était internalisé communauté de communes, qui posait problème, effectivement, qu'elle avait du mal à gérer directement en interne, et donc qui a proposé au tiers-lieu, effectivement, de le prendre en charge, ce qui permet, effectivement, d'avoir, effectivement, toute cette mise en place de ce service et les financements correspondants qui vont avec. Je prends un deuxième exemple sur le campus connecté, c'est la mairie qui est le porteur du projet, mais qui a une convention qui demande effectivement à Cœur de Bastide d'en être l'opérateur. Donc, il y a une relation effectivement entre l'État, la mairie et Cœur de Bastide. C'est là où effectivement le tiers-lieu, ce que je disais tout à l'heure dans les logiques de pérennisation, doit trouver sa place en termes d'offres de services pour apporter à la fois une professionnalisation et une pérennisation du dispositif. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Katia et Arnaud. Vous avez évoqué notamment, Arnaud, voilà, les perspectives de renouvellement d'appui et d'appel à projet. On a des questions un peu sur le calendrier. Dans quel calendrier imaginez-vous que ça puisse se faire? Et est-ce que ces appuis concernent uniquement le fonctionnement ou c'est aussi des aides à l'investissement? Ou quelles sont les pistes finalement
d'aide à l'investissement que vous identifiez de votre côté, au-delà peut-être du fonds vert à la main des préfets? Alors sur les vagues précédentes de labellisation, pour les fabriques, on était uniquement sur du fonctionnement. Sur les manufactures, on soutenait en investissement et en fonctionnement, ainsi qu'en ingénierie, tous les projets. Voilà, donc a priori, on resterait sur, cette même, répartition. Et puis pour le calendrier, je vais laisser Arnaud, répondre. On n'a pas de scoop sur le calendrier, si ce n'est que les crédits sont inscrits au budget 2024, que dans tous les cas, on a vocation à les engager à minima sur 2024. Et donc, par conséquent, on espère idéalement lancer les choses avant l'été. Peut-être que ça sera à la rentrée. Mais voilà, en gros, on est sur une temporalité quand même dans les prochains mois. Ok, donc soyez attentifs à l'actualité du programme Nouveaux Liens et à la communication que l'ANCT ou la direction de programme pourrait faire dans les prochaines semaines ou prochains mois. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez identifié de votre côté les éventuelles aides que des projets de tiers-lieux pourraient mobiliser en matière de rénovation de friches industrielles? Est-ce que voilà, vous avez des bons exemples ou des pistes de financement, comme je vous disais, peut-être au-delà du fonds vert qui doit pouvoir, il me semble, à la main des préfets, appuyer aussi ce type d'initiative? Lequel de vous deux veut répondre? Katia. Oui, alors je pense au programme Territoire d'industrie peut-être, enfin voilà, qui a des fonds, là-dessus et effectivement qui mobilise, le fonds vert, pour ces objectifs-là. Ok, donc on converge. Et l'ADEME. Et Et l'ADEME l'ADEME. également. Renseignez-vous, si nécessaire, auprès des référents Petites Villes de demain au sein des préfectures qui doivent pouvoir vous aider à identifier les canaux financiers nationaux, mais aussi peut-être les opportunités financières, comme le soulignait monsieur l'adjoint au maire. Puisque je vous cite, est-ce que vous avez un dernier mot, vous, monsieur, ou vous, madame? Vas-y, madame. Non, moi je pense que c'est très important que le tiers-lieu, il y a toujours un fossé entre l'administration et l'État et le citoyen. Et c'est vraiment très important parce qu'on est dans un monde qui va vite et avec une individualité très forte, de pouvoir concilier et de pouvoir faire émerger les tiers-lieux pour ça. Parce que vraiment, c'est une manière de mettre les gens en action. Et pour moi, c'est vraiment très important parce que je pense qu'on ne peut fonctionner, et un État doit fonctionner avec un retour et des actions de ses citoyens. C'est vraiment très important de nos jours, c'est vraiment un positionnement fort. Et les tiers-lieux sont vraiment un très bel outil là-dessus. C'est vrai, quand on parle de participation citoyenne, je ne l'ai pas dit, mais Sainte-Foy-la-Grande, c'est une petite ville, c'est 2500 habitants, 2600 habitants. L'agglomération, si on prend l'ensemble des communes qui sont autour, on est à 8-10 000 habitants. Donc 150 personnes qui passent par jour pour des demandes, pour des dossiers, pour des informations, 500 bénévoles. Ça représente effectivement un apport très important et un signe très important de participation citoyenne. Merci à tous les deux. Je crois qu'on ne pouvait avoir difficilement de plus belles conclusions de cette saison thématique sur l'engagement et la participation citoyenne avec vos derniers propos, hein. C'est un peu la raison de cette proposition de saison sur ce sujet, en variant les différents formats, hein, remettre au centre de l'échiquier le citoyen et son engagement pour faire des centres-bourgs vivants, animés et avec une qualité de vie, une implication importante dans les projets et dans l'action. Je vous propose d'en rester là pour à la fois ce super webinaire. Merci vraiment à tous nos intervenants du jour. Et puis pour cette saison thématique dont vous trouverez l'ensemble de la capitalisation sous une dizaine de jours dans le cadre notamment de l'infolette mensuelle Petite Ville de demain sur laquelle nous sommes d'ores et déjà en train de travailler. Merci une dernière fois à vous. Bonne continuation surtout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.